Bienvenue dans PAF. PAF, vous le savez, c'est une émission où on débat de l'actualité avec un sommaire extrêmement chargé. On parlera de cet avion formidable qui s'appelle le Solar Impulse. On parlera peut-être du PSG, de Paris-Nice, qui est déjà entaché par une affaire de dopage. On parlera aussi des élections départementales, de la polémique sur Christiane Taubira, du RSI pour les artisans et les petits patrons. Enfin bref, il y a beaucoup de sujets à aborder. Et pour les aborder, une équipe totalement paritaire, comme dans les élections départementales, avec 3 femmes, dont Véronique Iturbide, bonjour, de Versailles Plus. Voilà, le nouveau est sorti, numéro de mars. Est sorti. Et vous regarderez à l'intérieur, il y a un pur beau gosse. Alors, on va le présenter tout de suite. Le pur beau gosse, c'est Jean-Charles Lajoigny, éditeur, et en effet, une nouvelle maison versaillaise, voilà, avec une photo formidable dans Versailles Plus, et un papier très élogieux, mais juste. Complètement objectif. Bonjour Jean-Charles. Bonjour. Florence Mercadet, bonjour. Bonjour. Du barreau de Versailles. Oui. Donc, Mustapha Larbaoui, sans qui le football club de Trappes et la pharmacie française ne seraient pas ce qu'ils sont. Entre autres. Je pense. Entre autres. Sephora Lamani de l'université de Versailles-Saint-Quentin. Et Jean-Luc Badec. Petit commerçant. Petit commerçant, l'homme pour qui l'ordre des Templiers tient encore. Absolument. Et qui était dans la rue donc lundi dernier pour manifester. 10 000 amis. Avec 10 000 amis pour manifester contre le RSI, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Peut-être on va commencer par une actualité un peu joyeuse, enfin ce Solar Impulse. Je voulais juste savoir ce que vous en pensiez, cet avion qui se meut sans essence et sans pétrole. Ça fait rêver, je trouve ça formidable. Ça fait penser aux premières heures de l'aviation. Et si ça pouvait vraiment être utilisé pour des avions de transport normaux, entre guillemets, parce que là ils sont juste 2, ça serait génial. On arrêterait de bousiller les nuages. Ouais. Un coup de... C'est merveilleux, c'est l'avion le plus lent du monde. C'est-à-dire que oui, voilà, c'est un peu antinomique. Non, on a fait le tour de la boucle. C'est-à-dire que normalement, l'avion, c'est pour aller vite. Et là, il va mettre quasiment 3 semaines à faire le tour du monde. Enfin, oui, tout à fait. Et il s'arrête 6 jours. C'est une sorte de non-sens. C'est plus grand qu'un 747 et qu'un A380. Ils sont 2 dedans. Ils vont à 3 à l'heure. Et tout le monde dit que c'est merveilleux. Si c'est ça le progrès, alors là, le progrès, mais bientôt, on va faire des voitures qui vont reculer. Le progrès, c'est la lenteur. On est dans la démence. Je ne sais pas si vous avez entendu, il y a une pub formidable pour les voitures électriques. C'est une marque qui vend des voitures électriques qui dit on dit qu'on ne peut pas partir en vacances avec une voiture électrique, c'est faux. Si vous achetez notre voiture électrique, on vous offre 4 semaines de location de voiture. Et c'est un peu ça. C'est exactement ça. Florence ? Non, vous êtes. Oui, non, mais ça. je partage. Vous Moi, je trouve, partagez un peu. oui, non, je partage un peu les deux parce que le progrès, Oui, ça peut être la lenteur, hein, ça c'est absolument. sûr. Mais c'est vrai que c'est un véritable exploit et qu'il y a énormément de technologie dans cet avion. Et si on peut utiliser, Et ce qui est intéressant, c'est de voir après comment on peut développer cette technologie pour essayer d'aller un tout petit peu plus vite. Franchement, c'était très drôle, Jean-Charles. Simplement, je trouve ça extraordinaire, moi, ce qui se passe avec ça. C'est un vrai événement pour moi. Je trouve que c'est vraiment une rupture de technologie extraordinaire. On passe sur un élément de transport sans pétrole, sans pollution. C'est exceptionnel. Sans fret, pour ma part. Sans fret, ni personne. On transporte l'avion. Et il a raison. C'est un début. Et il a raison. On a toujours initié le progrès. En commençant de la sorte. Et j'ai envie de participer pour une fois parce que j'y étais pas la première fois. J'y étais pas la première fois. Saint-Exupéry sont des gens que j'ai appris à connaître par la suite. Mais là, on participe à une vraie aventure et ça me fait plaisir de. C'est bien. C'est vrai, c'est le dire. Oui, moi je trouve que ça porte au rêve et ça porte à l'espoir, surtout par rapport à la pollution, parce que l'aéronautique c'est le moyen de voyager qui est le plus sûr, malgré les accidents, mais qui est aussi le plus polluant. Et je pense qu'effectivement, même si aujourd'hui c'est lent et que c'est à l'étude, pour demain c'est une révolution. Je pense que c'est une réelle révolution. Ça m'amuse que Sephora, qui était hôtesse de l'air, je vois pas très bien où on aurait embarqué Sephora dans cet avion. Elle a de l'imagination. Tu n'en as pas. Tu manques d'imagination. Non, là, je n'arrive pas à imaginer Sephora dans Solar Impulse. Projette-toi. Non, mais il y a des entrepreneurs qui se projettent dans le futur, et puis il y a ceux qui écrivent. C'est un prototype, c'est ça, faut le voir à l'état de prototype.
Quelqu'un qui se projette dans l'avenir. Écoutez, moi, mon avenir, hélas, il marche à 300 à l'heure. Donc, je rêve d'un peu de lenteur. Ça fait du bien. Ouais. Alors, je signale d'ailleurs que TV Fil est coproducteur avec notamment la chaîne Ushuaïa, la télé canadienne, d'un film sur Solar Impulse, d'un documentaire, et sur aussi le pilote de Solar Impulse. Donc, on le verra prochainement sur TV Fil 78, ce qui est une très belle nouvelle. Est-ce que vous avez regardé mercredi soir la victoire du PSG, enfin la qualification du PSG pour être... Non, ils n'ont pas gagné. Donc vous avez rien regardé. On ne me dit rien. Non, Mustapha, non. Le football club de Trappes était là, non. C'était un vrai moment exceptionnel de football. Il y avait tout. Il y a à la fois l'écriture d'un scénario qu'on n'aurait pas imaginé. C'est vraiment, pour le coup, le match de foot type pour un cas d'école. En tout cas, pour moi, un président. C'est vrai que avoir Zlatan... en tant que président, bien évidemment, d'une structure modeste et encore assez une fois associative, mais c'est un modèle du genre. Avoir un match qui débute avec un leader qui se fait sortir, alors bien évidemment qu'on peut toujours contester. Techniquement, il y a rouge. Techniquement, il lève les semelles, il se jette, il se projette. C'est dangereux, il le prend pour le coup latéralement. En même temps, voilà, techniquement, il y a rouge. Maintenant, c'est un peu abusé et abusif. Il est expulsé, il joue à 10. J'en suis maintenant à me demander si ça ne serait pas stratégique que de commencer à 10 pour tous mes joueurs. Essayez chez vous. Alors, donc du coup, c'est un cas d'école que je vais probablement reproduire. Je ne crois pas qu'on l'ait déjà inventé, ça, dans le foot. C'est commencer à 10 et voir les faits. Quelqu'un après. Alors, ça, c'est un premier point. Un second point, c'est vrai qu'il y a la main et il y a ce penalty. Et là, on n'y croit plus. Et puis finalement, il y a ce retournement de situation. Pour ma part, c'est un vrai cas d'école. Savoir qu'on peut avoir un arbitrage, entre guillemets, défavorable et finir sur le terrain à gagner, il y a un vrai message à faire passer. En tous les cas, moi, je me servirais beaucoup. Il y a à la fois un côté moral, il me semble, dans cette qualification. Non, ils ont joué à 10 contre 12, parce que l'arbitre était quand même au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer. Il s'est ridiculisé pour des années. C'est vraiment Il paraît qu'il part dans le Solar Impulse. Là, on va l'attacher à la queue de Solar Impulse et puis on va être tranquille pour quelques années. Non, mais c'était magnifique. C'était une dramaturgie absolument extraordinaire, un suspense en devenir cardiaque. Et puis, ce qui était très beau à la fin, c'était ce moment j'ai trouvé un véritable moment de grâce, assez rare dans le sport maintenant, où ils avaient tous l'air contents, que ce soit le président du PSG, que ce soit Laurent Blanc, qui ont quelquefois des rapports un peu on dit que c'est une équipe de milliardaires, etc. Mais là, on avait vraiment j'avais l'impression de voir Mustapha gagner une coupe. C'est qu'une impression, parce que clairement, je n'ai pas les mêmes moyens. Non, mais c'est vrai qu'ils étaient redevenus. Non, mais le côté collectif et la joie collective. Et ça, le football le permet. Enfin, le sport en général, mais le football en particulier. Florence, vous avez regardé ? Oui, j'ai regardé. Alors, une partie, pas complètement. J'ai donc raté. Une partie de football, hein. C'était une partie de football. J'ai fait une partie d'une partie. J'ai donc raté tous les buts. Donc, j'ai raté l'intensité dramatique. Voilà, non. Vous avez arrêté à la 80e minute. Non, j'ai arrêté quand Zlatan s'est fait sortir. J'ai dit, voilà. Donc, ça m'a désespéré. J'ai zappé. Je suis partie sur autre chose. Et j'ai regretté. Non, je ne connais pas bien. Non, j'étais sur le papier, j'ai pas été bonne là. C'est favorable, vous avez regardé ? Non, j'ai pas regardé. J'ai eu forcément des échos, mais non. Vous n'avez pas regardé ? Pas regardé. Donc, non. Du tout. Pardon, le foot, c'est pas mon truc. Avec les filles. Voilà. Ça, c'est fou. Comment ça a regardé ? Voilà. Non, vous n'avez pas regardé parce que vous savez même pas quelle. Moi, j'ai regardé une demi-heure ce que j'ai dit. Alors, l'actualité la plus tragique, c'était en Argentine, avec cette émission Dropped et la mort de grands sportifs français. Est-ce que ce qui vous a pas frappé, c'est que tout de suite, dès qu'il y a un événement comme ça, on rentre dans le commentaire et la polémique, c'est-à-dire la polémique sur Baudin qui est devant les carcasses d'avions, des hélicoptères en l'occurrence. C'est très curieux parce que d'abord, ce n'est qu'un fait divers, c'est un fait divers très triste, mais
le lendemain soir, il y a un avion qui s'est crashé pas très loin d'ici, je crois, enfin, je ne sais pas, avec 4 personnes à bord. Personne n'a remis en cause le fait qu'on puisse faire de l'aviation de tourisme. Et il y a 4 morts, donc c'est juste la moitié quasiment de ce qui se passait en Argentine. Ça ne remet pas en cause, c'est pas parce que des sportifs. Alors c'est très triste parce qu'on les connaissait, alors que les 4 malheureux, personne ne les connaissait. Mais on parle plus d'ailleurs des 3 sportifs que des 7 voilà. techniciens. Bon, c'est dommage, mais ça devrait rester un fait divers, et puis c'est tout. On ne remet pas en question ni la télévision, ni TF1, ni quoi que ce soit. Je veux dire, voilà, bon, il s'amusait beaucoup visiblement à tourner cette émission. Bon, c'est tragique, mais ça vaut pas plus, quoi. On a l'impression qu'il y a des morts plus importantes que d'autres à ce niveau-là. Donc, voilà. Ça frappe un peu ils n'étaient pas en mission pour la France, ils n'étaient pas en route pour les Jeux Olympiques. Ils étaient dans leur vie privée pour TF1. Ce qui était ridicule, c'est les déclarations du chef de l'État. Enfin, je veux dire, on avait oui, c'est ça. C'est-à-dire que le Premier ministre et le chef de l'État sont intervenus le jour même, quand même, ce qui est quand même. Ils en ont fait plus pour un fait divers entre 2 hélicoptères que quand il y a des soldats envoyés par la France défendre nos valeurs, la démocratie, etc. Là, il n'y a pas un mot. Les types reviennent quasiment maintenant dans l'anonymat, dans une boîte en sapin, tout le monde s'en fout, mais là, en revanche, 10 personnes on en fait un éloge national avec des phrases grotesques. Pour la mort, donc. Voilà, moi aussi. Pour la lutte des classes de la mort. Non, là, c'est une caisse, en l'occurrence. Véronique, bravo pour cette formule. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a des morts plus importants que d'autres, et ça, c'est effectivement important de rappeler. Il y a des morts que c'est intéressant. Vous pouvez pas nier qu'il y a des morts qui nous frappent plus que d'autres. Voilà, c'est là où je voulais en venir. C'est là où je voulais en venir. C'est qu'en fait, on fait comme si ces gens-là étaient des anonymes, alors qu'en réalité, ils sont rentrés chez nous, parce que ça reste de grands champions. On les a côtoyés. Donc c'est une manière encore une fois, de faire le deuil avec la famille, parce qu'ils en font un peu partie. Et puis un deuxième élément, c'est qu'on a maintenant des chaînes d'infos en boucle, et on alimente. Donc à un moment donné, il faut alimenter. Et ces télés, on les regarde aussi. Donc on est, on va dire quasi complices tous, en regardant ces télés, en regardant ce qu'on y met dedans, et il faut bien aussi alimenter. Il n'est pas choquant qu'on en parle. Ce qui est choquant, c'est que François Hollande en fasse une sorte d'éloge et une catastrophe nationale. C'est pas une catastrophe nationale. Effectivement, c'est normal. Peut-être que l'émotionnel lui réussit aussi. Voilà. Ce sont des champions qu'on connaissait. C'est effectivement très triste et c'est normal qu'on en parle. Jean-Charles, ça reste un hommage national à partir du moment où on les a connus sur le plan national, à hisser le drapeau français, pour des médailles françaises, pour dire qu'effectivement, ils représentent cette France. Cette France a été représentée par eux à un moment important de leur vie, dans leur carrière. C'est juste une manière de rendre hommage. Ils ne sont pas morts en représentant la France. Ils ne sont pas morts en combat, comme le dit Hollande. Non, mais ils sont connus nationalement. C'est juste ça. C'est un juste retour, parce qu'on a eu des émotions positives avec eux. Et là, c'est une manière de communier. C'est juste ça, je crois. Ça ne va pas plus loin que ça. On en fait toujours trop. Et effectivement, François Hollande est devenu le grand spécialiste des éloges. Je pense qu'il faut passer à d'autres sujets. C'est pas François Hollande, c'est le président, à la limite. C'est comme ça. Sarko aurait fait la même chose. Probablement aurait fait la même chose. Non, mais c'est en ça qu'il ne faut pas polémiquer sur le sujet. Je trouve que c'est le président fait son boulot parce que il rend hommage à des Français qui ont compté. Voilà. C'est vrai. Oui, c'est les morts plus importants que d'autres. Il y a 7 techniciens, certains que je connaissais en plus. Et effectivement, je pense que pour les familles, ça doit être assez douloureux de voir qu'on parle que des 3 sportifs quand il y en a 7 autres qui sont décédés de la même façon. Après, la polémique et la remise en question de la télé-réalité, c'est que pour avoir participé en fait à ce genre de programme, on fait confiance à une structure à laquelle on se remet pleinement. Il faudrait savoir s'il y a eu collision entre les 2 hélicoptères parce que la prise de risque a été trop importante ou si c'est vraiment un défaut technique. Et comme le dit Jean-Charles, après on ne peut pas tout remettre en question. L'accident arrive. Une fois qu'on saura quelle est la cause de ce tragique accident, je pense qu'on pourra ou non... ça a l'air d'être une erreur de pilotage. On peut faire une enquête pendant 2 ans. Peut-être, je voudrais qu'on parle un peu de Paris-Nice, puisque Paris-Nice a été lancé depuis Maurepas et est déjà entaché par une affaire de dopage. Je propose de voir déjà le sujet sur le prologue de Paris-Nice.
Les cyclistes ont fait le show sur le bitume de Maurepas pour ce prologue du Paris-Nice. C'est finalement le jeune champion du monde polonais Michał Kwiatkowski de l'équipe belge Ethic Quick-Step qui s'est imposé ce dimanche en 7 minutes et 40 secondes sur ce contre-la-montre. Il a devancé pour 31 petits centièmes le détenteur du record de l'heure, l'Australien Rohan Dennis. L'Allemand Tony Martin complète le podium. On tombe sur un coureur qui est très adroit, parce que je crois que si mes souvenirs sont bons, il doit venir un petit peu du cyclocross ou du VTT. Et sur un parcours comme ça aide énormément. Il est jeune, donc il a vraiment la volonté d'aller chercher une belle victoire. Et je pense qu'il faudra aller le chercher. Les Français ont déçu sur ce prologue du Paris-Nice. Sylvain Chavanel réalise le meilleur temps en 7 minutes 50 secondes. Le deuxième Français, Tony Galopin, termine lui à la 20e place du classement. Le prologue, rien du tout. C'est quelque chose de très particulier, donc on ne peut pas tirer des conclusions sur ce genre d'effort. Je pense que les premières conclusions seront à tirer justement à la croix de Chaubourg. Maintenant, il leur reste à attaquer, il leur reste à les mettre en difficulté, tous ceux qui sont les grands leaders de Paris-Nice. Il n'y a pas de raison, on peut attaquer de loin. Malgré des performances timorées sur ce prologue, tout espoir n'est pas perdu pour les cyclistes tricolores. Le Français Jean-Christophe Perrault, 27e à Maurepas, fait toujours partie des prétendants à la victoire finale. La course du Soleil donnera son verdict ce dimanche du côté de Nice. Alors c'est d'abord une très belle course, le Paris-Nice. Je crois qu'on est très fiers d'ailleurs que le prologue ait lieu ici. Hein. Ça attire beaucoup de monde. Et puis c'est vrai que Saint-Quentin est une terre de cyclisme avec... On a vu les championnats du monde indoor. C'est sur route. Première grande course et première affaire de dopage. On est habitué maintenant avec le cyclisme. Ce qui est curieux avec ces histoires de dopage dans le cyclisme, c'est que l'UCI, et tous les organismes qui gèrent un petit peu ces problèmes de dopage, gèrent ça, mais vraiment de façon très médiatique, parce qu'ils ont les échantillons toujours depuis des années, depuis des mois, et c'est tout d'un coup, ça sort juste quand il y a la course. Ils sortiraient pas le truc 2 mois avant, parce que le type s'il est drogué, ils le savent depuis. Non, ils attendent toujours qu'il y ait un retentissement médiatique. Donc on a un peu l'impression d'une organisation cycliste qui se mord la queue et qui a elle-même envie de se saborder. Et puis... Peut-être des intérêts, cela dit, peut-être qu'on veut... Oui, mais c'est curieux quand même que le sport le plus populaire et le dernier sport gratuit, le vélo, que tout le monde peut aller voir gratuitement, que ce soit le Tour de France, le Paris-Nice, on plante sa caravane ou sa petite tente sur la route nationale, on regarde ça, c'est gratuit, etc. C'est le seul sport qui est aussi attaqué sur le dopage. Il y a probablement plus de contrôle que dans des autres sports. Alors que sur le rugby, sur le tennis, sur le truc, on sait très bien qu'ils sont dopés, sur le football. Voilà. Mais là, on dit rien, on dit peut-être, ça c'est pas très grave. Donc moi je m'interroge sur cette propension de tout le monde à taper sur ce sport populaire et gratuit. Est-ce que c'est pour dire que le vélo devrait être payant? On n'est pas sûr qu'il y ait plus de dopage dans le cyclisme, mais en tout cas, il est plus contrôlé, probablement. C'est une forme d'hypocrisie d'ailleurs, parce que on ne voit plus vraiment du sport, on voit un spectacle sportif. Et s'il n'y a pas justement cette spectacularisation du sport, les gens ne viendraient plus le voir, comme on l'abordait. Et ça vaut pour le cyclisme, ça vaut pour la natation, parce que la natation aussi est plus ou moins touchée, comme pour les autres sports. S'ils n'allaient pas très vite et s'ils n'étaient pas dans des performances extraordinaires, ça n'intéresserait pas les spectateurs. Donc je trouve ça assez hypocrite, justement. Oui, il y a une demande, probablement, et des spectateurs, et des télévisions, et des médias, à ce que les performances augmentent chaque fois. En même temps, même dopé, moi je défie quiconque de monter le Tourmalet. Ah oui, absolument. Ça reste une vraie performance. Et puis, comme de toute façon, ils sont probablement tous dopés de la même façon, ça ne change pas grand-chose au classement. Moi, je pense ça aussi. Mais les spécialistes disent que c'est pas tout à fait vrai. C'est pas grave. Il paraît qu'ils ne sont pas tous chargés de la même façon. L'égalité dans la charge. Mais c'est ça. Ce qu'il faudrait, ça serait de contrôler le dopage de façon à ce que chacun puisse faire des courses avec des bonnes performances, mais en étant chargé de la même façon. On a simplement déplacé la notion de performance. La notion de performance, elle est sportive avant tout. Et aujourd'hui, les scientifiques, donc les performances, sont dans le back-office. C'est là où on charge. C'est un pharmacien qui nous parle. Oui, vous connaissez tous les produits. Pas forcément un spécialiste du dopage en l'occurrence, mais on pourrait parler des substances utilisées, les anabolisants ou tous les produits qui permettent de réoxygéner, par exemple, faire en sorte que la structure musculaire s'adapte mieux à l'effort. Toutes ces substances existent et il y a une vraie course scientifique parce que derrière, il y a un intérêt économique. Alors, et on parlait de spectacle tout à l'heure, la télé aime les sports télégéniques.
Par exemple, il y a des sports qu'on ne connaissait pas hier et qu'aujourd'hui, avec les techniques modernes de prise de vue, ça devient de plus en plus télégénique. Donc on cherche effectivement le spectacle. C'est vrai qu'on voit moins le curling, par exemple. Par exemple. Pourtant, c'est lent. Pourtant, c'est bien, et il y a un type qui balaye devant, ce qui est formidable. Il ne cire pas forcément les mêmes personnes en même temps, donc c'est la télé. Donc, alors, pardon. Donc, tu dis que les cyclistes servent de cobayes? Ah, c'est pas ce que j'ai dit. Non, c'est ça que j'ai compris. Ils ne servent pas de cobayes, en l'occurrence. On fait en sorte que leur performance soit augmentée. Ils ne sont pas cobayes. C'est juste que l'équipe au complet, c'est plus simplement un cycliste, un entraîneur. C'est maintenant, en plus, un coach, mais également un médecin, un scientifique. Enfin, mais ce n'est pas un cobaye pour autant. Il fait partie d'une équipe. Et cette équipe doit être performante financièrement. Je crois que c'est l'élément central. Et pour qu'il soit financièrement attrayant, il faut des performances, etc. Merci. Non, mais je t'en prie. On va peut-être passer à un autre sujet qu'on pourrait appeler la révolte des nantis, ou des considérés comme nantis. Ils ne le sont probablement pas, et Jean-Luc Nadec va nous le dire. Il y aura les médecins qui seront dans la rue pour protester contre le tiers payant. Vous-même, vous étiez dans la rue lundi. Oui, pour des raisons totalement différentes. Pour des raisons différentes, mais pour protester contre le régime social. Ce sont des petits artisans, ce sont des gens qui bossent comme des fous pour beaucoup, qui sont assez peu exposés aux médias, hélas. Et pourtant, ils sont très nombreux, parce que vous savez que les petites entreprises en France, c'est 80% du tissu économique, c'est pas rien quand même. C'est l'emploi, c'est la source de l'emploi. Oui, bien entendu. Et donc, ces gens-là sont à la fois jamais exposés, on en parle très peu, et ils sont très maltraités. Et là, en l'occurrence, avec le régime social des indépendants, ils ont affaire à une organisation qui les touche directement dans leurs revenus, à la fois pour leur remboursement, pour leur retraite, etc. Et ils sont furieux parce que depuis 7 ans maintenant que cet organisme a été créé, eh bien, les 3 organisations qui se sont regroupées dans les RSI n'ont toujours pas mis leur système informatique en ordre. Les autorités de cette caisse sont absolument injoignables et un grand nombre de petits artisans, de petits commerçants se sont trouvés en difficulté. Or, il ne vous a pas échappé que le petit artisan et le petit commerçant, quand il se casse la figure, il a le droit à rien. Il n'y a pas de droit au chômage, il n'y a pas de droit de protection aucune. Et donc, inévitablement, quand ces gens-là sont mis par terre, souvent à cause d'une difficulté de remboursement de leur régime, eh bien, j'aime autant vous dire que c'est un drame personnel, familial, terrible. Et donc, ils sont venus, et c'est vraiment très rare de leur part, dans la rue lundi dernier pour exprimer leur colère. Et je pense qu'ils faisaient bien. 10 000 personnes, c'est pas rien, vous savez, dans ce domaine d'activité où tout le monde est la tête dans le guidon. Des individualistes. Bien sûr, mais pas que, c'est des mecs qui bossent beaucoup. Quand vous êtes menuisier, boulanger, pâtissier... Non, mais c'est pas des gens qui sont habitués à manifester, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas le temps, ils bossent tous comme des fous. Donc, honnêtement, il est temps qu'ils soient entendus, et il se trouve en plus... Mais il y a une solution ou pas? Oui, il y en a, évidemment, il y en a. Ça commence par... remettre en ordre la gouvernance de ce régime qui aujourd'hui malheureusement ne l'est pas. Et bon, c'est un régime qui est sous l'autorité des commissions paritaires, donc salariés et employeurs. Aujourd'hui, pour les employeurs, donc pour tous ces petits artisans, commerçants qui étaient dans la rue lundi, c'est l'UPA et la CGAD. Très honnêtement, ils n'étaient d'ailleurs pas dans la manif, et pour cause, parce que hélas, les gouvernances, à la fois sur le plan national et dans les régions pour le régime social des indépendants, n'ont pas réussi à remettre ce système à jour. Il n'y a qu'à d'ailleurs aller sur Internet, sur le site RSI.fr, pour se rendre compte à quel point il est éloigné des besoins des petits artisans et des petits commerçants. Alors pour compléter ce que dit Jean-Luc, parce que là tu parlais des problèmes de remboursement du RSI, mais le gros problème sont des appels de cotisation qui sont faits par le RSI, qui sont sans aucune commune mesure avec les revenus des petits patrons. Donc moi je défends quelques clients justement contre le RSI avec des demandes de cotisations qui sont supérieures aux revenus qu'ils ont touchés dans l'année. Donc chiffre d'affaires. Oui, ou du chiffre d'affaires. Alors revenu ou chiffre d'affaires. Donc des trucs complètement déments et où on se heurte à un mur avec personne pour parler d'abord, avant de se retrouver au tribunal avec des contestations, etc. Et du coup, de l'énergie pour les petits patrons parce qu'ils doivent se battre devant des tribunaux, de l'énergie, dépenser des frais de justice, etc. Où ils se retrouvent même dans le tribunal de commerce en redressement, en liquidation judiciaire par le RSI sur des sommes qui ne sont pas dues. Et avec aussi des prises de privilèges, etc. Donc ils se retrouvent vraiment dans des situations assez ubuesques et avec en face
Personne. Voilà, personne sauf à aller au tribunal. C'est assez terrible. Et en plus de ça, normalement, les représentants de ces petits artisans, je parlais de l'UPAT, la CGAB, devraient normalement, CGPME, qui ne sont pas venus, ils se sont fait huer d'ailleurs, ne sont pas venus à cette manifestation, alors que clairement, la totalité de nos amis artisans, petits commerçants, sont en difficulté grave par rapport à ce régime. Pourquoi on a aussi peu d'amitié, enfin, pour justement des gens qui font vivre le tissu économique. Justement, probablement, et je parle de ça souvent dans cette émission, probablement parce que le mode de fonctionnement de la représentation de ces petits artisans commerçants ne fonctionne pas bien. Donc il faut absolument rectifier le tir, parce que ce que je peux vous assurer, c'est que à la manifestation de lundi, 10 000 artisans se sont regroupés. Qui les a amenés à se regrouper comme ça? Exclusivement des collectifs. Donc, absolument pas des organisations reconnues qui ont une signature vis-à-vis de l'État ou des administrations dans le cadre du partenariat. Donc, ce sont les collectifs qui, aujourd'hui, font que les gens prennent conscience de leur situation et peuvent se regrouper. C'est normalement le rôle des organisations professionnelles. Et donc là, on est en train, nous, chez les petits patrons, de se faire finalement représentés par des collectifs qui, mis bout à bout, arrivent à déplacer 10 000 personnes, ce qui est considérable, mais qui, en même temps, dès lors qu'il faudra aller négocier entre organisations, ne sont pas représentatifs. Ceux qui le sont, ce sont ceux qui, précisément, ont, hélas, n'ont pas permis de faire des progrès dans ce régime. Donc, on tourne en rond. Il va bien falloir, à un moment donné, que nos gouvernants se rendent compte de la nécessité de remettre à plat la représentation nationale. Et c'est d'autant plus en danger qu'on a des décisions de justice, notamment une décision du tribunal de grande instance de Nice qui a été rendue au mois de décembre, qui ne reconnaît pas au RSI la représentativité sur le plan judiciaire. Donc voilà, parce que et là en ce moment il y a des tas d'organismes qui sont en train de se créer en disant on va faire concurrence au RSI, abandonner le RSI, venez chez nous. Alors ce qui n'est pas encore légal en France. Mais il y a des sacrés mouvements qui bougent. Ça va bouger. Ah oui, ça va bouger. Un mot sur les médecins qui seront aussi dans la rue pour protester contre le tiers payant. Est-ce que c'est une bonne idée, à un moment où la sécurité sociale est quand même en gros déficit, de vouloir généraliser ce tiers payant? Moi, franchement, je trouve ça idiot. Moi, je trouve que c'est tout à fait normal quand on se rend chez le médecin, qu'on a envie de se faire soigner, qu'on ait un acte sans aller, comme quand on va chez un psychiatre, à payer une somme astronomique parce que ça ferait partie de la guérison. Mais de payer quand on va chez le médecin, ça me paraît absolument pas choquant. Et si on ne paye pas quand on va chez le médecin, on va y aller de plus en plus. On va y aller dès qu'on a un pet de travers, dès qu'on a la moindre névralgie, le moindre truc, hop, on y va. C'est gratuit. C'est une impression de gratuité, parce que ce que les gens qui sont tous là comme dévots à dire c'est merveilleux de pas payer, de toute façon, le médecin, lui, finira quand même par être payé. Donc c'est une augmentation des impôts. De toute façon, c'est ça. Mais sur le principe, c'est ridicule. Cette gratuité qu'on essaie d'instaurer partout en disant c'est merveilleux, faites-vous soigner à l'œil. Non, on se fait pas soigner à l'œil. Les études montrent, parce que c'est quand même utilisé dans 25 pays sur 28 dans la communauté européenne, que ça n'augmente pas le coût de la santé. Oui, mais attendons la spécificité française dans ce domaine qui va, à mon avis, faire des merveilles. En tout cas, tous les acteurs du système, tous sans exception, sont d'accord sur le fait qu'effectivement, il faut un lien entre la dépense du soin et soi. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, quand tout semble être gratuit, les abus arrivent derrière. Et effectivement, Jean-Charles a totalement raison. Nous sommes là dans un système franco-français. Ça n'existe nulle part ailleurs. C'est-à-dire, oui, le tiers payant est très, très généralisé ailleurs, mais les systèmes de santé ne sont pas forcément les mêmes. Non, franchement, je ne peux pas croire une seconde que les gens vont attendre un système démonétisé pour aller plus souvent chez le médecin, comme si c'était finalement... Ça existe déjà dans les pharmacies. Alors justement, c'est là où je voulais en venir. Mais je voudrais simplement rebondir sur ce qui a été dit. On a l'impression que demain, parce que alors d'abord c'est pas gratuit. Je crois que les gens le savent que c'est pas gratuit. Ils payent d'une certaine manière. Ça s'appelle des cotisations sociales. Donc il y a un mode de paiement. Simplement après, c'est la manière dont ils sont rétribués. Alors les médecins d'une part et effectivement les patients. Mais je crois pas que les gens aillent chez le médecin simplement parce que c'est gratuit. On irait plus souvent. S'ils ont besoin, ils y vont. Et s'ils n'ont pas besoin, ils n'y vont pas. Peut-être qu'ils n'y vont pas souvent alors qu'ils en ont besoin, mais parce que ça nécessite une avance. Alors, sur ce débat, moi, je suis quand même partagé. C'est vrai que c'est important de savoir combien on paye. Un exemple, on a démonétisé également les médicaments. Avant, il y avait des vignettes, on savait combien ça coûtait. Il n'y a plus de vignettes sur les boîtes. Il y a des choses comme ça qu'on pourrait continuer à laisser pour l'information, mais je ne crois pas qu'on puisse dire que les gens aillent chez le médecin ou le pharmacien parce que c'est
gratuit, et donc on mangerait plus de médicaments parce que c'est gratuit, on irait chercher des soins puisque c'est gratuit. Mais la vraie, dans les pays anglo-saxons, pardon, la vente des médicaments à l'unité, comme on le fait dans les pays anglo-saxons, ça réduirait pas le coût, ça aussi? Parce que c'est vrai qu'on a toujours des boîtes qui traînent avec des médicaments qui servent à rien. Mais je veux bien, mais simplement pour finir sur le sujet des médecins. Le vrai sujet, en réalité, c'est qu'effectivement, ils savent qu'il y a un précédent. C'est-à-dire que la carte vitale, nous, les pharmaciens, on l'a mis en place il y a à peu près une trentaine d'années. C'est-à-dire que maintenant qu'on est chez le pharmacien, vous apportez votre carte vitale et vous ne voyez pas la dépense. Non. Voilà. Donc, c'est juste que la charge de travail qui correspond au traitement de la démonétisation du patient... Elle est très forte, cette charge de travail, parce que c'est ça que craignent les médecins. Elle est énorme. C'est la raison pour laquelle, moi, je prône justement pour un autre mode d'exercice officinal, pour remettre le pharmacien au comptoir, le pharmacien proche de ses clients, le pharmacien pour apporter un service réel et sérieux, parce qu'en fait, le pharmacien, aujourd'hui, passe plus de temps en back-office, c'est-à-dire dans son bureau, à gérer les flux financiers, la mutuelle, les sécu, il faut se faire payer. Il y a 300, on parlait du RSI tout à l'heure, mais c'est juste une blague. C'est un organisme. Je parle pas du RSI en l'occurrence, mais je dis que c'est une blague à gérer. Il passe à Jean-Luc, vous allez l'énerver maintenant. J'aime bien quand il est énervé en même temps, il est passionné en réalité. Et donc, gérer le RSI, mais c'est gérer toutes les CPN de tous les départements quand les gens viennent de départements différents, toutes les mutuelles. Et donc, c'est un vrai boulot énorme de la gestion des flux, sans compter la gestion des laboratoires, etc. C'est le tiers payant, vous voulez dire. Des flux financiers, donc la mutuelle et la Sécu en particulier. Donc, les médecins le savent. Et quand un médecin seul, dans son cabinet, a à traiter une population de plus en plus importante, avec le désert médical, ils sont de plus en plus chargés. Donc, il y a de plus en plus de monde à attendre depuis qu'on a mis en place le parcours de soins. Donc il y a le parcours de soins d'un côté, il y a la désertification médicale de l'autre, il y a de plus en plus de monde, et en même temps, donc il y a de moins en moins de médecins, de plus en plus de monde, et en même temps, on voudrait leur donner une charge supplémentaire, parce que ça sera une charge supplémentaire. La seule charge éventuellement qu'ils auraient, dont ils ont vraiment besoin, c'est de contrôler qu'ils sont bien payés. Et on est obligé de le faire. Donc voilà, il y a un précédent, ça s'appelle la pharmacie. Au final, les pharmaciens l'ont pris en disant... moi, je vais le faire parce que ça sera un service rendu à mes clients, donc ça sera clairement une concurrence vis-à-vis du voisin. Sauf qu'aujourd'hui, tous les pharmaciens le font. Et tous les pharmaciens sont englobés dans ce système. Je pense que les médecins ont compris qu'ils allaient, à mon avis, au-devant des pires difficultés. Et effectivement, un médecin, il a vraiment besoin de passer tout son temps, mais exclusivement à son patient. Ce qui n'est pas tout à fait le cas du pharmacien, où on passe un peu de temps avec les labos, avec les négociations. Ça va grossir les obligations administratives. Et on est structuré, on est informatisé. Donc le vrai sujet, il est là pour eux. Les médecins dénoncent bien quand même une double peine qui leur est infligée. La première, effectivement, c'est l'alourdissement de leur système administratif qui va les manger. Et la deuxième, c'est le risque d'abus. Et ils en parlent très clairement. Et puis après, même le glissement vis-à-vis des mutuelles qui vont prendre un petit peu la main sur la sécurité sociale et qui on le sait très bien, vont finir par dire à leurs assurés, allez nous faire soigner chez Paul parce qu'on a un accord avec lui, c'est un peu moins cher, etc. Donc c'est ça, fondamentalement. Au-delà du boulot du médecin, il y a aussi le libre choix qui est quand même assez intéressant en France, de pouvoir aller se faire soigner à peu près chez qui on veut. Et puis c'est un vrai libéral. Le médecin est un vrai libéral. On n'a pas envie de savoir combien il fait de clients par jour. On aimerait bien savoir combien, effectivement... Enfin voilà, il y a un vrai... C'est un vrai libéral. Ils veulent être libres. Je crois que Mustapha et Jean-Charles ont donné vraiment bien les deux éclairages sur les deux problématiques de cette question-là. Et moi, en tant que professionnel, c'est vrai qu'en tant que patient, ce serait super d'y aller, je mets ma carte, je paye pas et je m'en vais. Mais en tant que professionnel, c'est vrai que les pharmaciens sont structurés différemment, ils ont des salariés, voilà, c'est autre chose, ils sont informatisés. Peu importe, mais il y a les médecins, ils sont tout seuls, ils n'ont pas forcément de secrétariat, sauf s'ils sont dans des cabinets médicaux, mais c'est pas du tout les mêmes structures. Et je vois pas comment ils peuvent arriver, au-delà de leur travail, à gérer ce problème-là. Et attends, je termine juste. Et effectivement, la mainmise des assureurs, des compagnies d'assurance qui fait mainmise un peu partout. Donc un danger. Véronique un danger, mais en même temps, je pense que lorsqu'on a les moyens en fait d'avancer ses frais, ça pose pas vraiment de problème parce qu'au final le remboursement est le même. La Sécu rembourse 3 jours après, et puis la mutuelle, suivant les mutuelles, va rembourser 1 à 2 semaines derrière. Maintenant, pour quelqu'un, je prends mon cas en tant qu'étudiante, ou les gens qui ont moins les moyens, pour eux ça fait vraiment la différence. Parce que lorsqu'il faut aller chez le dermato, c'est 55 €, chez l'ophtalmo, c'est 55 €. 55 € dans un budget qui peut être restreint, voire minime, on peut se dire non, je vais pas y aller alors que j'aurais besoin d'y aller. Donc au final, des dérives et des abus, malheureusement, il y en a toujours. Certainement que là, les gens vont exploiter les failles, si failles il y aura dans le système. Maintenant, je pense qu'il n'y en aura pas forcément plus que ça et que ça fait partie... Mais l'aide médicale, elle existe quand même pour les plus défavorisés.
Ouais. On va payer le compte Patrice, on va payer ce qui dépasse. C'est vrai, comme dit Sephora, c'est un frein pour ceux qui ne les ont pas. Tout simplement, c'est un frein. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va se faire rembourser. Ça demeure un frein. Je vais les sortir, mais peut-être qu'ils vont pas me les rendre. Alors, c'est un frein. Et par contre, la solution, quand même, il faut parler de solution, parce qu'après tout, en France, on a aussi besoin de faire des économies, parce que ça part d'un bon sentiment quand même. Il n'y a pas le sentiment de vouloir casser une profession pour la casser. Il y a le sentiment qu'on peut faire des économies, mais là, c'est en amont, c'est-à-dire au niveau de la sécurité sociale, parce que ça va permettre des économies d'échelle, cette fois-ci, à la Sécu. Il y a une solution, c'est que les médecins viennent à se structurer de la même façon, c'est-à-dire qu'il y ait des pôles médicaux avec une personne dédiée qui pourrait gérer ça. Donc la solution, elle existe, c'est simplement que... C'est une administration, tu vas nous réinventer l'administration. Je ne vais pas réinventer. Non, simplement pour revenir à ce que disait Sephora. J'invente le système de structuration qui permet des économies d'échelle. Et donc des économies nationales. Pour revenir à ce que disait Sephora, il y a un argument qui est quand même en faveur du tiers payant, c'est que beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens vont aux urgences des hôpitaux. En plus. Pour ne pas payer, que ça coûte beaucoup plus cher que d'aller voir un médecin généraliste. Et qu'en effet, pour répondre à ces formes, Véronique, juste un mot de Véronique. Il y a aussi la CMU pour ces gens qui n'ont pas les moyens. Il y a les CMU. Ça marche quand même. Il faut avoir le RSA, il faut vraiment être dans une précarité. Tout le monde l'a pas, heureusement. Les plus pauvres peuvent se faire soigner en France. Oui, mais là, on parle de pauvreté quand même. On parle de gens qui n'ont pas tout à fait les moyens. Il y a aussi beaucoup de médecins qui acceptent d'encaisser les chèques très arrangeant, après que vous soyez remboursé, après qu'on soit remboursé. Allez, on passe à un autre sujet, peut-être la polémique sur Christiane Taubira, qui est... c'est une polémique qui rebondit presque chaque semaine. Enfin, il y a toujours une phrase. Alors, une phrase dont on ne sait pas si elle relève du racisme, si elle relève de la politique. Là, il y a une élue d'Île-de-France qui a dit elle a qu'à retourner à Cayenne. Voilà. Mais c'était... D'abord, on ne sait même pas si on a le droit de faire un débat là-dessus, parce que de toute façon, on a le droit de rien dire sur Taubira. Donc, il faut peser chaque mot. Donc, déjà, c'est que dès qu'on attaque cette dame, immédiatement, on est traité de tous les noms. Non, mais il faut l'attaquer pour des justes motifs sur sa politique, pas sur sa personne. Attendez, pas tout le monde ensemble. Cette dame pour de justes motifs politiques. Non, oui, pas pour se dire... Oui, on attaque Sarkozy ou mais c'est vrai que la façon... arrêter de personnalité autour de Mme Taubira. La façon dont on l'attaque, il y a toujours parfois un relent raciste. Il y a quand même une chose, mais c'est vous qui êtes tous racistes, parce que c'est donc raciste de venir de Cayenne. C'est-à-dire que si moi je vous dis retournez à Pau, c'est pas raciste. Hein, Patrice, retourner à Pau. Je suis même ravi, moi. Voilà. Alors là, c'est très bien. Mais retourner à Cayenne, c'est raciste. Donc, il y a effectivement une partie de la France. Il y a une partie de la France dont on doit avoir honte, c'est-à-dire Cayenne, visiblement, si on écoute Madame Taubira. Donc, Cayenne, c'est honteux, et Pau, c'est génial. C'est pas plein elle-même. C'est l'allusion au bagne, enfin. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, l'argument peut-être idiot de toute façon, je trouve ça ridicule de conseiller à quelqu'un de retourner où que ce soit. Donc, l'argument est idiot, mais il est tout sauf raciste. Il est simplement géographique et stupide. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, l'autre affaire, c'est quand quelqu'un a osé dire Christiane Taubira est un tract ambulant pour le FN. Bon, d'abord, à titre personnel, je pense qu'il a totalement raison, mais il paraît que le truc raciste, c'est ambulant. Parce que ambulant, non, il y a des journalistes, et Arlette Chabot notamment, qui je crois a dit, oui, parce que s'il n'avait pas dit ambulant, ce serait rien, mais ambulant, ça fait appel à un passé où effectivement les Noirs pouvaient se promener dans des conditions pas agréables. Alors si on en est là, mais au-delà du grotesque. Mais est-ce que vous êtes sûr quand même que derrière les attaques contre Christiane Taubira, il n'y a pas quelque chose comme ça, un relent qui fait penser à sa couleur de peau. Comme elle est noire, on ne peut pas la critiquer. Donc si on est noir, on ne peut rien dire. Non. Cayenne, c'est l'allusion au bagne. Et alors ça veut dire les bagnards, ses amis, les bagnards. Pas du tout. Elle vient de Cayenne. Elle était élue à Cayenne. Elle a brûlé le drapeau. Elle a dit Cayenne où il y avait le bagne. C'est le bagne. Et alors, elle a brûlé le drapeau français à Cayenne. Ça ne la dérangeait pas à ce moment-là. Mais l'allusion, c'était de dire vos amis les bagnards, vu que vous les défendez. Les bagnards n'étaient pas vous qui êtes en contact, c'est le ministère de la Justice, c'est votre ministre, c'est votre garde des Sceaux. C'était des blancs, les bagnards. Moi, je pense qu'on peut critiquer des gens, quelle que soit leur provenance, leur couleur, etc. Mais il faut les critiquer de manière intelligente sur de la politique. Et je trouve ça, moi, totalement idiot et crétin de dire qu'elle retourne à Cayenne où il y a le bagne, parce que le mot bagne était dans la phrase. Donc je trouve ça complètement ridicule. Comme tu dis, c'est idiot de dire à quelqu'un retourne même à Pau. Je trouve ça ridicule aussi. Mais voilà, je trouve ça très court. Je trouve ça volontaire. Voilà. Je trouve ça. On dit jamais ça, retourne à Versailles. Volontairement provocateur. C'est volontairement provocateur. Donc derrière, qu'est-ce qu'il y a? Parce que c'est quand même, il y a de la provocation et derrière de
volonté probablement de déstabilisation politique et d'énerver tout le monde. D'ailleurs, ça marche. Mais moi, je trouve ça ridicule. Les gens, il faut les critiquer sur des actes, sur de la politique et pas sur leur personne en tant que telle. Voilà. C'était extrêmement, c'était une critique véritablement politique que de dire que c'est un tract ambulant pour le Front National. C'est politique de dire que la politique de Christine Taubira... Est-ce qu'on n'a pas fait un tract contre le Front National? Parce que, après tout, elle est ministre de la Justice. Je vois pas. Enfin, quand on lui l'accuse de dépeupler les prisons, en fait, il y a une surpopulation dans les prisons, donc c'est quand même. D'abord, c'est pas vrai, et ensuite, c'est nécessaire. Enfin, je veux dire, on en fait quand même un symbole comme ça non? On cristallise tous les problèmes sur elle. Deux choses. Et le fait qu'elle soit noire, à mon avis, n'est pas forcément innocent là-dedans. On n'est pas forcément pour rien. Deux choses. Non, si. Mais on peut dire les choses. Mais d'abord, il y a l'accumulation sur Taubira. Je crois qu'on peut le dire. Oui, attends, elle fait tout. Je finis une phrase. Non. Merci. Parce que il y a des gens qui nous regardent et qui pourraient penser que je suis censuré parce que. Oui, voilà. Donc, faut faire super. Voilà. N'oublie pas que tu t'appelles Mustapha. Donc, premièrement, c'est quand même très accumulé sur sa personne. Je crois qu'on peut au moins être d'accord là-dessus et que, effectivement, comme le dit Florence, c'est le cumul à un moment donné. C'est pas le cumul des mandats en ce qui la concerne. Donc, la première des mandales. Donc, Florence a raison. Et non, mais vraiment. Ça, c'est la première chose. Mais par contre, moi, je plaide, et je l'ai déjà, je crois l'avoir dit à la dernière émission, je plaide pour cette dédramatisation des mots. Et moi, je pense que c'est l'inverse. C'est-à-dire que finalement, tous ces gens qui ont ce type de saillie, finalement, on est tous conscients que c'est complètement imbécile. Je crois même qu'il y a des mots qui ont été employés à l'endroit d'un Premier ministre, on va dire crétin. Et donc, je pense que on s'en rend bien compte. Je pense que c'est plutôt aux ministres, au pluriel, face à des attaques ad hominem de cette nature en tous les cas, de rester beaucoup plus, allez, on va dire plus politiquement correct, plus costaud et de passer à autre chose. Parce que je le disais la dernière fois, et je répète, j'ai un film que j'adore, Lenny, de Lenny Bruce, où cette idée de dédramatiser les mots, moi c'est ce que j'apprends aux gamins sur les terrains. À un moment donné, sur les terrains, il y a des insultes absolument terrifiantes qui génèrent tellement de violence qu'on apprend, entre guillemets, les crash tests. Je trouve qu'à ce niveau gouvernemental, on devrait avoir un peu plus d'apaisement face à ce type de critique et laisser la critique là où elle est et d'où elle vient. Mais c'est Florence qui a raison. C'est raciste, c'est déplacé, c'est stupide, c'est cumulatif, c'est n'importe quoi. Quand on mais voit la réponse de Taubira devrait sur passer. Ce pauvre député, mais je veux dire, elle a employé des termes d'un mépris scandaleux. C'est pas la seule à être méprisante. Il y a d'autres méprises d'ailleurs, mais il n'y a pas de racisme aussi. Ensuite, c'est ce qui fait. Oui, je crois que le problème avec Taubira, c'est ça, c'est que c'est depuis le début. Madame Taubira. Madame Taubira, une sorte de bouc émissaire, oui et non, mais en tout cas une tête de turc par rapport à ça, le fait qu'elle soit noire. C'est peut-être le point faible du gouvernement aussi. Le fait qu'elle soit noire n'est pas innocent. On lui reproche une certaine forme de laxisme, c'est surtout ce qui lui est reproché, à tort ou à raison, parce qu'il paraît que pas tant que ça. Elle fait de son mieux, mais oui, c'est vrai. À une époque, je crois qu'elle s'était fait traiter de singe aussi. Non, mais là, les gens ont été condamnés. Il y a un journal qui a été condamné. Et quand il y a de vraies attaques racistes. Mais il y a un terrain sensible autour de Taubira par rapport à sa couleur de peau. Ce qui va être intéressant, c'est après les départementales, s'il y a un remaniement. Est-ce qu'elle va rester ou pas? C'est un symbole, en même temps, c'est compliqué de la. Ça va être difficile. Alors, puisque vous parlez des femmes en politique qu'on appelle par son nom, Taubira, Ségolène, on les appelle toutes par leur prénom, d'ailleurs, ce qui est à peu près tout aussi sexiste que raciste. Mais la droite devrait bien l'aimer, puisque c'est grâce à elle que Chirac a été élu. Quand même en 2002, puisqu'elle s'était présentée contre Jospin, et ils lui ont enlevé 2% des voix. Oui, qu'après avoir brûlé le drapeau français, elle s'était alliée à Tapie. Elle n'avait pas 15 ans quand elle a brûlé le drapeau français, donc c'est pas rien quand même pour un ministre. Et que son mari fut longtemps leader des indépendants. Ex-mari. Voilà, donc ex-mari. Enfin, on n'est pas responsable non plus des opinions politiques de son ex-choix. Et qui se sont à peu près rattrapés depuis. On en a plein des exemples. Alors, puisque vous parliez des élections départementales, oui, on peut changer d'avis.
d'avis aussi. Oui. On a bien évolué quand même. On peut tout à fait changer d'avis, mais à ce moment-là, on peut émettre un petit regret en disant c'était une boulette. Mais je n'ai jamais entendu, et je vous défie de trouver une parole de Christiane Taubira, de Madame Christiane Taubira, garde des Sceaux, de dire c'est effectivement pas ce que j'ai fait de mieux dans la vie que de brûler le drapeau français. Je ne l'ai jamais entendu dire. Est-ce qu'on lui a posé la question ? Ah ben moi je lui pose et qu'elle le dise alors. Madame Christiane Taubira, allô, est-ce que vous regrettez nous faire part de vos remords? Christiane, tu regrettes ou pas? Alors, puisque vous parliez des départementales, donc on sait que l'abstention sera encore le grand vainqueur de ces... Il faut aller voter. Il faut aller voter. Mais les sondages montrent que les gens ne connaissent pas leurs élus départementaux. Alors, on va faire un petit test, si vous voulez bien. Je vais vous demander, par exemple, est-ce que vous connaissez qui est le président du Conseil général des Yvelines? Oui, bien sûr. Oui, nous le savons. On va pas le dire. Il est parti, il est revenu. Bédier. Pierre Bédier, quel âge? 67 ans. Oui, 57. Ah, il a dit moins que ça, oui. Et quel mouvement, quel parti? UMP. UMP, voilà. Ouais. Alors, il est en fonction, en effet, depuis le 4 novembre 2014. Est-ce que vous connaissez le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis? Barthelone? Non, c'était Barthelone avant. Pourquoi est-ce qu'on est censé connaître? Pourquoi est-ce qu'on est censé connaître? Parce que c'est quand même la région parisienne, hein, je ne vais pas vous interroger sur... Mais c'est quasiment le 9-3 dont vous nous parlez. C'est le 9-3, c'est le 9-3, c'est Stéphane Troussel. J'ai hésité sur le prénom, moi. Est-ce que vous connaissez le président du Conseil général de l'Essonne, qui est connu, qui est un Dans sa fondeur? famille. Ah oui, Gage. Jérôme Gage, bravo. Jérôme Gage, qui est du Parti socialiste, 43 ans. Gage. Les Hauts-de-Seine, De Védjean. bravo. Un point pour Florence. Patrick de Védjean, qui a quel âge? 57 ans. Non, 63 et demi. 70. Ouais. 70 ans. Et il ne sait pas. Ah ouais. La Ça Seine- conserve, hein. La droite, ça conserve. C'était un avocat. La Seine-Saint-Denis, donc c'est Stéphane Troussel qui a remplacé Claude Barthelone. La Seine-et-Marne. C'est en France. Véronique, c'est pour vous, hein, c'est un jeu pour vous. Le Seine-et-Marne, c'est en France. Déjà, repositionnez ces régions-là. Et Patrice, vous connaissez le président de la région de Pau alors? Bien sûr. Alors François Bayrou. Bon. Ça va l'être. Vincent Eblé. C'est Vincent. Oui, C'est le bravo. maire de Pau qui est bien. Vincent Eblé, 57 ans, du Parti socialiste, absolument. Le président, ça c'est intéressant, le président du Conseil général du Val-de-Marne, qui est parent avec le président de TV-Fil 78. Mais oui, c'est quand même incroyable. Enfin, incroyable, c'est pas incroyable. C'est son frère. Favier, Christian Favier, mais qui est du Parti communiste. C'est-à-dire qu'ils sont frères, mais pas du tout du même... Et alors, pour qu'on s'intéresse un peu à tout, à Cayenne, alors, qui est-ce? Cayenne, je crois que c'est... Je ne sais plus qui c'est, mais... Non, c'est un... Ce manque de connaissance. Je pense que c'est un indépendantiste, d'ailleurs. Tout le monde s'en fout. Est-ce que Paris, il y a un président du Conseil général ou pas? Non, parce que c'est Paris. Non, on ne vote pas à Paris. On ne vote pas. Donc, c'est-à-dire que c'est le conseil municipal qui est aussi le conseil général. C'est donc et Lyon Anne aussi. Hidalgo. Lyon aussi. Oui. Évidemment, je disais l'abstention, aussi le vote du Front National. Je propose de regarder un petit micro-trottoir où on demande aux gens est-ce qu'ils vont voter ou non pour le Front National aux élections départementales. Ah non, pas le Front National. Surtout pas le Front National. Non. Question de conviction, voilà, tout simplement. Non, j'ai jamais été Front National. Je trouve qu'il y a quelque chose qui me dérange, qui est violent, Je suis plus quelqu'un qui veut moduler les choses et le Front National est trop extrémiste pour moi. Oui, sans problème. Pour quelle raison? Parce qu'aujourd'hui, l'offre politique correspond plus du tout à ce qu'on peut espérer, que ce soit à droite ou à gauche. Donc pourquoi pas changer et voir un petit peu ce qu'eux sont capables de faire. Ah non, pas du tout, parce que nous sommes engagés dans un autre parti. Pourquoi pas? Pour quelle raison? Parce que c'est un parti comme un autre? Non, parce que je ne partage pas leur point de vue.
Alors voilà, ça c'était pour le Front National. Ça sera probablement les deux grands vainqueurs, le Front National, l'abstention. Et il y a une proposition qui vient des Verts d'ailleurs. Pourquoi ne pas rendre le vote obligatoire, comme ça se passe en Belgique, au Luxembourg, dans un certain nombre de pays qui est contre Véronique? Pour deux raisons. D'abord, ça rendrait les politiques un peu plus sensibles aux attentes et aux besoins de leurs électeurs, puisque tout le monde voterait. Un exemple, par exemple, une ville. Non, tout le monde ne voterait pas. Si c'est obligatoire. Non, c'est obligatoire, vous avez une sanction si vous ne votez pas. La sanction est absolument inapplicable. Mais quand même. Mais c'est un principe. Ne cassez pas mon truc. Donc voilà, imaginons une ville, des jeunes réclament, je dis au hasard, un skatepark. Le maire sait très bien que les jeunes ne votent pas, il s'en fiche, il va faire plaisir aux vieux qui eux votent. C'est simpliste, mais c'est vrai. Voilà, chacun veut des trucs. Et deuxièmement, je ne sais plus. Non, mais c'est bien. Non, j'avais deux raisons. Jean-Charles. Non, je dirai après. Je trouve ça ridicule d'obliger les gens à voter. Si les gens n'ont pas envie de voter, qu'ils n'aillent pas à voter, c'est qu'ils est-ce que c'est un droit ou un devoir? C'est qu'ils ne sont pas intéressés. Moi, la seule chose, c'est que quand on ne vote pas, on ne devrait pas avoir le droit moral de râler. C'est-à-dire que si on ne va pas voter, on s'intéresse. Non, mais c'est compliqué à contrôler. Non, mais c'est pour ça que je parle de une amende. Mais bien sûr, c'est pour ça. Non, mais j'ai toujours voté et je vais toujours voter. Mais je comprends très bien qu'on puisse ne pas y aller. Et tant pis, je veux dire, c'est pas, on n'a pas à forcer les gens à prendre des décisions qui ne les concernent pas. Ensuite, tous les gens qui votent, on sait très bien la démocratie, c'est merveilleux, enfin, c'est quand même pas c'est ce qu'on a trouvé de moins pire. Mais donc, moins il y a de gens qui peuvent émettre un avis idiot, quelquefois, mieux on se porte. Hein. Donc, cela dit, je crois que ça ne change pas les résultats. Jean-Charles a un avis sur la société quand même assez défaitiste. Pardon. Florence. Oui, non, mais moi je suis pour le vote obligatoire. Ah oui. Je pense que c'est un devoir. On s'est battu pour avoir le droit de vote. Il y a encore des peuples qui se battent pour avoir le droit de vote. Oui, donc maintenant, on s'est battu pour une liberté. C'est marrant de rendre cette liberté obligatoire. Enfin, c'est bien d'avoir une liberté obligatoire, moi je trouve. Donc je pense que c'est bizarre, une liberté obligatoire. Non, mais c'est un devoir. C'est un devoir vis-à-vis de la nation. C'est un devoir personnel, non? C'est pas un devoir. C'est un devoir civique. Si on est intelligent, on va voter. Si on est con, on n'y va pas. C'est aussi clair que ça. Non, c'est peut-être moins simple que ça. Alors, en ce qui me concerne, je trouve ça choquant de ne pas aller voter. En revanche, je préfère la liberté que les gens puissent avoir de voter ou de ne pas voter, parce que ça fait partie de cette liberté. L'acquisition du droit de vote, c'est important, mais c'est aussi l'acquisition de toutes les libertés, au moins celle-là, de voter ou de ne pas voter. Et puis surtout, il y a un autre élément important. C'est qu'en fait, on a un vote permanent, ça s'appelle le sondage. Et moi, pour avoir fait un peu de statistiques, à partir du moment où vous voulez rendre quasiment réelle une théorie, vous faites un sondage et il y a un nombre à peu près compris de tous, en tous les cas, au niveau des statistiques, c'est que quand vous avez 1000 ou 1500 personnes qui sont interrogées sur le plan national, sur le plan local, en l'occurrence le micro-trottoir qu'on a vu tout à l'heure, je ne suis pas sûr qu'il y ait un tiers qui ait dit qu'il voulait voter pour le Front National. Or, statistiquement, dans les sondages, il y a un tiers. Ça, c'était un micro-trottoir. Ouais, c'est ça. Sondage, hein. Sauf que le nombre n'est pas suffisant pour qu'on puisse réellement en tirer quelque chose de ce reportage. J'entends sur le plan statistique. Non, là, c'est des témoignages. Donc le fait de rendre obligatoire... Allez, imaginons qu'il y ait 28 millions de personnes qui se déplacent. D'abord, on va rendre obligatoire lesquels? Le national, le local, le régional, le prud'homal, lesquels on rendra obligatoire. Et comment on les contrôle? Alors tous. OK, on ferait peut-être une recette. Parce qu'il y a beaucoup de pognon à prendre avec l'abstention. Et donc, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, il suffit de très peu de monde pour avoir une représentativité. Et donc, aujourd'hui, quel que soit le pourcentage d'abstention qu'on a, on a de toute façon, proportionnellement, la représentation. Ça ne change rien à la représentation. Ce projet de loi, en fait, c'est un cheval de Troie, parce qu'on peut être sûr que si ça va un peu plus loin, c'est une possibilité de remettre le droit de vote des étrangers sur le tapis. C'est une évidence. Parce qu'on va dire, parce qu'on est obligé de voter. C'est forêt, Jean-Luc. Pourquoi exclure? Moi, je suis pour. Je pense que le droit de vote doit être obligatoire. On s'est battu au 19e, au 20e pour y avoir droit. Aujourd'hui, il y a une forme de conscience qui s'efface un peu, justement. On n'en a plus suffisamment conscience et les gens n'y vont plus. Il faut se mobiliser, il faut retourner voter. Je pense que c'est important. Et en fait, à force, justement, d'obliger les gens qui, pour certains, en grande partie, iront voter, même s'il y aura toujours 2-3 abstentionnistes, il faudrait
aussi que le vote blanc soit pris en compte. Ça, c'est une évidence. Si on rend le vote obligatoire, il faut que le vote blanc soit pris en compte. Il est pris en compte. C'est fait. C'est fait. D'accord. Et par contre, je pense qu'à force, justement, ça créerait une forme de sensibilisation démocratique. Et peut-être que les gens se sentiraient, par cette façon-là, à long terme, plus concernés, se mobiliseraient davantage. C'est notre pays, c'est notre gouvernement, c'est grâce à nous ou à cause de nous. Jean-Luc, écoutez, oui. Ne pas voter, c'est se soustraire de la collectivité. Et comme le disait Jean-Charles, à partir du moment où on ne vote pas, on n'a pas le droit d'aller râler. Donc, je pense qu'il faut inciter les gens à aller voter. Le rendre obligatoire par la loi est probablement une solution. Il y en a peut-être d'autres. Pour ce qui me concerne, je préconise et je me bagarre chaque jour de ma vie pour faire en sorte que tout individu soit inscrit dans la collectivité. Et par conséquent, je pense que le vote contribue à cela. Plein de gens sont morts pour défendre la démocratie. Une des expressions de la démocratie, c'est le droit de vote. Je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui dire on s'en fout, gardons notre liberté et on ne va pas voter. Non, il y a au moins une chose sur laquelle il faut contribuer au collectif, c'est dans le cadre de l'esprit civique et ça se traduit par l'obligation d'aller voter. Donc moi, je suis pour l'obligation d'aller voter. Véronique, en 30 secondes, vous aviez un coup de gueule. Mais c'est pas une minute, c'est 30 secondes. Alors, je voulais profiter du 8 mars, qui n'est pas loin, et de la semaine de la langue française qui arrive, pour vous dire que moi, j'en ai ras-le-bol d'un truc, j'en ai ras-le-bol d'entendre des ados, des jeunes adultes parler de la sorte, à savoir ta mère la pute, ta mère en short, retourne chez ta mère, la vérité sur la tête de ma mère, tout ça. Et je trouve ça très choquant et très fatigant parce que moi j'ai 3 enfants, j'ai été appelée des milliards de fois par mes enfants, maman j'ai mal au ventre, maman j'ai envie de pleurer, maman j'ai peur, maman j'ai froid, on répond. Et après, moi j'entends c'est ta mère tout le temps partout. Et c'est pas vous qui êtes forcément concerné. Je suis pas concernée. Non, mais je veux dire, on arrête. Beaucoup. Et je voudrais que les mères le disent à leurs enfants. On arrête de parler de ta mère à un âge. On n'appelle plus maman. C'était un coup de gueule. Merci beaucoup, Véronique. Merci beaucoup à tous. Et on se retrouve très vite pour un nouveau PAF.